Merci Monsieur le Président, bonsoir à vous, bonsoir aux intervenants et à nos universitaires et prédécesseurs qui ont, comme l'a dit Majed Nemeh, magistralement cadré un peu ce dont on parle à travers les sociétés civiles et leur confrontation avec les appareils d'État. Je dirais qu'effectivement, il s'agit, me semble-t-il, de mettre en rapport dialectique ces sociétés civiles qui, ça vient d'être rappelé, existent depuis fort longtemps dans les sociétés du monde arabo-musulman et les appareils d'État. Et cette mise en rapport dialectique ramène fatalement à des situations de crise anciennes, durables et récurrentes. Je me souviens du livre magnifique de Paul Balta, grand journaliste du Monde, examinant les rapports des mondes chiites et sunnites, titré « Une guerre de 5000 ans », qui effectivement nous rappelle une certaine modestie dans souvent nos réactions et nos analyses immédiates. Donc ce retour dans la confrontation société civile d'appareil d'État génère des situations de crise qui évidemment sollicitent la lecture et l'analyse géopolitique un peu plus large, régionale et internationale. Monsieur le Président, parlez-moi quant au regard européen. S'agit-il celui de la Commission, du Président du Parlement européen, du Conseil de l'Europe ou autre, des grandes sociétés financières européennes? Pour ma part, si vous voulez, je déclare ma complète incompétence de parler d'un regard européen. Restons plus modestement un paysan savoyard, un montagnard qui s'excuse, français seulement depuis 1860, donc c'est récent, qui va essayer de dire deux, trois choses sur ce sujet pour un peu animer la discussion. Je crois que d'abord, il faut partir dans cette espèce d'ethnocentrisme dont a parlé Majed Nemeh, des sociétés françaises de plus en plus fermées par rapport à des presses unidimensionnelles et un monde de l'édition unilatérale qui nous ramène à une espèce de narcissisme et d'ethnocentrisme proprement français hexagonal et qui nous font de moins en moins connaître et désapprendre justement l'histoire des sociétés des Proches et Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, nous sommes entrés depuis les années 80, je me souviens de débats fort intéressants avec le géographe Michel Fouché et Pierre Védrine, qui mettaient en cause, en regardant dans les yeux les rédactions françaises, privées ou de services publics, sur l'idolâtrie qu'on a pu faire dans notre pays et en Europe des ONG, organisations non gouvernementales. Vous savez, les ONG, c'est comme les trains, ça peut en cacher d'autres. Effectivement, il a été dit que, à part les grandes ONG qu'on connaît, Greenpeace, Amnesty International et autres, sur lesquelles encore il faudrait s'interroger sur les modes de financement et le choix de priorité et l'agenda politique, vous avez le fleurissement de tout un tas d'ONG fondées de services de renseignement et de services d'action de différents pays. Je pense à Hotspur et à toutes les révolutions de couleur qui ont sévi en Ukraine, en Géorgie, au Liban et ailleurs. Ça a été dit, je ne m'étends pas trop, mais en tout cas, si vous voulez, cette idéalisation un peu mièvre, un peu naïve, j'ose pas dire rousseauiste, un peu sur un état de nature originel, original, appelant simplement d'affirmer une bonne volonté pour qu'elle s'impose aussi spontanément dans l'histoire, nous a amené à des contresens incroyables sur ce qu'on a appelé les révolutions arabes ou le printemps arabe. Et là aussi, ça a été dit, mais je veux dire, la notion de révolution, moi je viens de relire La Révolution inconnue de Volin, qui est un historien anarchiste de la Macnovista, qui redécrit la révolte des marins de Kronstadt et la lutte de la Macnovista contre l'armée rouge, l'armée bolchevique de Trotsky et puis de Lénine, et nous rappelant que la révolution sont rarement des parties de campagne. Une petite anecdote, en pleine révolution arabe, j'étais en plateau avec un opposant syrien dont je tairai le nom, drapé d'une écharpe rouge, me parlant de la révolution et de la révolution. Et donc moi, très modestement, je dis, écoutez, cher monsieur, soyez prudent dans l'usage des termes. Et là, d'un revers de la main, de manière très arrogante, je dis, mais vous, jeune homme, merci pour le jeune homme, que connaissez-vous de la Révolution? Je dis, écoutez, très modestement, comme jeune journaliste, j'ai couvert pour l'AFP la bataille de Léon et de Managua qui aboutit au basculement de Somoza au Nicaragua en 1979 et au déclenchement de ce qu'on a appelé la révolution sandiniste. La révolution sandiniste au Nicaragua qui a porté très précisément sur une réforme agraire,
la nationalisation des United Fruit Company, des grandes compagnies américaines de fruits et de café, etc. Et la promotion des femmes. Les femmes, dans n'importe quelle société du monde arabe, de l'Amérique latine, de l'Europe, sont souvent des indicateurs, des baromètres de l'état de nos sociétés, de l'état de nos libertés civiles et politiques. Et donc, je dis très gentiment à mon interlocuteur, je ne vois rien de tel chez vos amis de Jabhat al-Nusra, d'Ar el-Shem ou de Daesh, qui, pardonnez-moi l'expression, me paraissent moins révolutionnaires que nos amis sandinistes. Tout ça pour relativiser les termes. Au Proche-Orient, les catégories d'appareils d'État et de société civile sont-elles appropriées stricto sensu? Je ne pense pas qu'on puisse faire une transposition des approches de Max Weber ou des grands philosophes qui ont été cités, de Rousseau à Montesquieu, etc. Je prends simplement l'exemple du Liban, où là on se trouve plutôt en présence, pour paraphraser, pour répéter le titre du fameux livre de l'ethnologue Pierre Clastre, La société contre l'État, où là on assiste justement à si vous voulez, un jeu qui s'autonomise des puissances économiques et politiques qui s'expriment en marge justement du fonctionnement des appareils d'État qui tournent plutôt en sucette et qui font du Liban un État failli. Je rappelle qu'au Liban, il y a le président de la République depuis mai 2014 et que, bon, finalement, ça n'a pas l'air d'inquiéter les uns et les autres, si ce n'est les partenaires internationaux qui essaient de régler les crises en Syrie, en Irak ou ailleurs. Donc tout ça pour dire que cette espèce de confrontation permanente, société civile, appareil d'État, ramène invariablement à un arc de crise où la pertinence peut-être la plus aiguë, la plus ténue de la société civile se trouve en Palestine, avec une société civile récurrente qui, indépendamment des fatigues de l'autorité et de la casse du mouvement national palestinien entre le Fatah et le Hamas, qui a été le produit d'un long travail des services israéliens depuis le début des années 70, quand ces mêmes services, Haman, Shin Bet et autres, implantaient des militants des frères musulmans dans les territoires pour essayer de casser ou de faire obstacle à l'OLP d'Arafat, qui à l'époque était marxisante et plutôt laïque. Cette politique n'a cessé de se consolider jusqu'à faire partir tous les chrétiens palestiniens de Nazareth et autres, etc., pour entrer en confrontation directe avec les islamistes du Hamas, voire, n'hésitons pas, à jouer la surenchère islamiste avec le djihad islamique pour encore être plus islamiste que moi qui meurs au-delà du Hamas, pour se tourner vers les alliés occidentaux pour écouter, c'est ou nous, ou bien Al-Qaïda, ou le péril islamique. Donc tout ça est le fruit, non pas d'accidents de ces crises, mais de politiques extrêmement construites, permanentes, qui ramènent aux ingérences répétées des puissances occidentales dont parlait le directeur d'Afrique-Asie. En Irak, très brièvement, on assiste, si vous voulez, aux effets induits de la brillante expédition anglo-américaine du printemps 2003 et d'une implosion construite par le consul honoraire Paul Bremer de ce pays, qui d'un trait de plume supprime, annule le parti basse, l'armée, etc., sans aucune espèce d'état d'âme, et provoquant de fait une polarisation communautariste, mafieuse et criminelle, dont nous ne cessons pas de gérer les effets secondaires et principaux du reste actuellement. Même processus en Syrie qui bascule durant l'été 2001 d'un mouvement social qui, contrairement à ce qu'a dit la presse parisienne, n'a jamais été une protestation pacifique à Deraa sur la frontière jordanienne, mais bien dès le départ une mobilisation de confrontation où des snipers avec des M16 depuis les toits tiraient sur l'armée gouvernementale syrienne. Évidemment, ces braves gens ne sont pas aussi formés que nos CRS républicains qui répondent avec des grenades lacrymogènes, mais quand on tire sur l'armée syrienne, les forces de l'ordre syriennes, que ce soit à Deraa ou ailleurs, ils ripostent. Et ça fait 15 morts et on part en spirale. Donc la confrontation, là aussi, avec l'ingérence et le fait que les tribus transfrontalières et les frères musulmans jordaniens aient fait entrer des armes en Syrie où il n'y avait pas d'armes, a contribué à, si vous voulez, la transformation de cette révolution syrienne en une espèce de grand fiasco, sinon un divers islamiste, comme le titrait il n'y a pas longtemps Afrique-Asie. Donc on entre là dans des
si vous voulez, je n'insiste pas de nouveau sur ces illusions sémantiques de révolution ou de printemps, pour déboucher sur des confrontations plus structurantes, régionales importantes, où là aussi, société civile et appareil d'État se recomposent et redessinent un arc de crise, une ligne de fracture qui est peut-être plus générale et générique, et qui rappelle ce que le roi Abdallah de Jordanie avait dit par rapport à son inquiétude, voyant l'émergence d'un croissant chiite. Et il est clair que le théâtre syrien, c'est aujourd'hui de confrontation, de lignes de fracture entre, non pas une guerre de religion stricto sensu, qu'on a pu connaître en France entre catholiques, papistes et parpaillots protestants réformés sino-hérétiques, mais effectivement entre un pôle sunnite, principalement organisé autour de l'Arabie Saoudite, et un pôle chiite, effectivement, organisé autour de l'Iran, d'éléments alaouites ou chiites, ça a été dit à Bahreïn, même dans le Hassa, dans la péninsule arabique, voire d'acteurs importants sur le plan sécuritaire politique comme le Hezbollah libanais. Et donc, si vous voulez, dans la démultiplication et l'exacerbation des crises régionales, je parlais du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 1948, mais ajoutons à cela ce qui se passe effectivement dans l'arrière-cour irakienne, syrienne, Yémen et autres, sans parler de son extension en Afrique du Nord et dans la bande sahélo-saharienne. Il est évident que là, on voit et on a vu émerger ou réémerger la monarchie wahhabite comme un des acteurs principaux de ces polarisations de crise et de l'amorce de leur transformation pour plusieurs raisons essentielles. Principalement ce qui a, si vous voulez, révélé la nature toujours très intervenante et gardienne d'un wahhabisme que la monarchie saoudienne veut assimiler à je dirais, la doctrine normative du monde arabo-islamique des côtes marocaines à l'Indonésie, eh bien, il est clair que un des points de déclenchement de ce durcissement de l'Arabie saoudite a été l'accord du 14 juillet à Vienne signé sur le nucléaire iranien, qui signe le retour de l'Iran dans le concert des nations. Donc là, c'est une étape absolument essentielle. Je me souviens qu'en 1995, un diplomate français sous le nom d'emprunt et ce pseudonyme de Jean-Michel Foulquier signait un livre qui s'appelle « Arabie Saoudite, dictature protégée ». Je viens de faire un article dernièrement pour expliquer que l'Arabie Saoudite restait une dictature, mais moins protégée, justement parce que ces initiatives, à partir de l'accord nucléaire sur le nucléaire iranien, eh bien, vont nous faire assister à une fuite en avant, si vous voulez, d'un durcissement de ce wahhabisme et de la doctrine officielle de la monarchie, posée en confrontation avec un retour de l'Iran, sinon des tentatives de gestion de crise. Je rappelle que le 25 janvier prochain doit se voir à Genève des négociations auxquelles participeront l'Iran, mais à laquelle devait aussi participer l'Arabie Saoudite, on verra. Le président Rouhani iranien vient à Paris le 27 janvier, là aussi, pour essayer de voir au-delà de la reprise, de la levée des sanctions, de la reprise de l'investissement occidental, comment, je dirais, par la reprise de ces relations, l'Iran, pôle de stabilité absolument assiégé de tous les côtés le long de cette frontière de conflits, de trafic et autres, comment l'Iran peut redevenir un facteur de stabilité, de propagation de stabilité dans cette région, je veux dire, c'est effectivement des éléments d'avancement et d'évolution du contexte proche moyen-oriental, mis à mal dernièrement, assez étrangement, bon déjà cet été par l'accident de Mina à la Mecque, ou très étrangement pour permettre à un prince, un oligarque saoudien d'aller jeter des pierres contre les stèles de Mina, où on a bloqué une route d'accès où effectivement essentiellement des pèlerins chiites ont été piétinés largement et dont on relève parmi les milliers de victimes, étrangement, comme par hasard, l'ancien ambassadeur d'Iran à Beyrouth, qui avait fait l'objet déjà de trois tentatives d'attentats revendiquées par Al-Qaïda, qui vraisemblablement
sont le fait de groupes financés, armés par l'Arabie Saoudite. Donc tout ça, si vous voulez, nous ramène à cette espèce de piège tendu par l'Arabie Saoudite à ce retour de l'Iran dans le concert des nations avec l'opération des décapitations dernières et de Sheikh Nimr, grand leader chiite saoudien, et donc au saccage par les manifestations de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran, immédiatement condamné par une déclaration du Conseil de sécurité qui n'a pas dit un mot sur les décapitations et les exécutions saoudiennes, évidemment par une réunion extraordinaire de la Ligue arabe. Tout ça pour dire que là, il était clair que ce mauvais coup était un peu préparé pour essayer de piéger l'Iran dans son retour international afin de la faire surréagir, pour faire dire aux puissances internationales, vous voyez, les Iraniens sont véritablement incontrôlables et infréquentables. Malheureusement, le Téhéran a évité de rentrer dans cette escalade et nous ramène à des perspectives, je dirais, géopolitiques, là aussi peut-être plus larges et plus optimistes pour les temps qui viennent, dans la mesure où il est certain que quand les Américains ont poussé la finalisation de l'accord de Vienne, c'était pour des raisons annoncées par le président Obama au début de sa deuxième mandature, c'était de dire, dans les 20-30 années à venir, les intérêts principaux des États-Unis concerneront l'Asie-Pacifique et l'Asie centrale, et pour ne pas laisser un problème de crise sur notre flanc Est en Asie centrale, nous devrons normaliser avec l'Iran, l'obsession américaine étant à 20, 30, 40 ans, de contenir l'Empire du Milieu, la Chine, voire un retour de la Russie. Donc c'est ça un peu la cartographie de cette raison profonde qui a fait que cette administration démocrate, non pas par plaisir de stabiliser la région d'Iran, pousse cette normalisation. Bon, de fait, la réaction régionale fait que l'Iran revenant dans le jeu, non seulement sur le plan pétrolier de ses investissements, sur le plan militaire, les Américains, même s'ils s'intéressent moins à la région, ne peuvent pas se permettre de ne pas contrebalancer ce retour iranien par justement le fait de refavoriser l'existence d'un pôle sunnite qui empêche de se réaliser le cauchemar du roi de la Jordanie, c'est-à-dire l'affirmation d'un archite. De fait, donc, ce pôle chiite de contrebalancement et d'équilibre avec le retour de l'Iran ne peut que s'organiser autour de l'Égypte, mais sans moyens et sans argent. Le gouvernement de Rachel Sissi a du mal à épurer, je dirais, les factures et le solde d'un an, d'une année désastreuse de pouvoir de mortier des frères musulmans en Égypte. Et donc, la reconstitution de ce pôle sunnite nécessite effectivement le financement saoudien et la présence des Saoudiens. Raison pour laquelle, si vous voulez, les Américains vont aider le prince héritier Mohammed Ben Salman, voire son concurrent Ben Nayef, à sortir du guêpier yéménite dans lequel l'Arabie Saoudite laisse des plumes et a beaucoup de mal à gérer cette affaire, dans la mesure où ils n'auront pas de gain de cause face aux tribus yéménites accrochées à leurs vallées et leurs rochers. Et puis, l'administration américaine, quel que soit le prochain président américain républicain ou démocrate, devra convaincre Riyad, indépendamment des luttes de succession permanentes entre Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Nayef, qu'il faut calmer le jeu entre Shammar et Soudari, et il faudra bien admettre et revenir à un certain équilibre avec ce pôle sunnite et les mondes chiites, dans la mesure où, si vous voulez, l'étable de la loi dans cette région demeure le pacte du Quincy du 17 février 1945, quelques jours en rentrant à la conférence de Yalta. Roosevelt demande à Warren Seoul pour sceller le premier pacte pétrole contre sécurité qui
qui a été signé pour 60 ans, qui a été renouvelé en 2005 sous l'administration de George Bush pour 60 ans, sans que ça fasse une ligne dans la presse parisienne, évidemment, parce qu'on ne s'intéresse jamais aux vraies questions. Et donc, si vous voulez, je pense que le pacte de Quincy va demeurer et va un peu le point de repère, et va permettre, justement, dans cette petite géopolitique de cette crise saoudo-iranienne, d'essayer de rééquilibrer momentanément une situation géopolitique qui va largement se décompter entre les puissances régionales de la région, puisque c'est assez intéressant de voir que dans cette région, les trois puissances régionales importantes, c'est les pays non arabes. Vous avez Israël, évidemment, adossé à son allié américain depuis toujours. Vous avez la Turquie, dont on voit un peu les péripéties actuelles et le durcissement et la lutte prioritaire contre les Kurdes, pourtant engagés en première ligne contre Daesh, tout en disant qu'ils sont contre Daesh, etc. Enfin bon, je ne leur fais pas tout un développement sur la Turquie. Et puis l'Iran. Et donc il est clair que si l'Arabie Saoudite d'un côté et la Turquie se sont fait fort de prendre en étau l'Iran et de provoquer des provocations sur provocations pour je dirais, ralentir ou faire obstacle au retour de l'Iran dans le concert des nations, c'est justement sur le fait de ce leadership régional qui consiste à voir que, effectivement, vu l'affaiblissement de la Turquie, vu les problèmes d'Israël, de fait, et à n'en pas douter, tant sur le plan économique et géopolitique, l'Iran va s'imposer comme la grande puissance régionale et structurante d'un axe qui fait toujours géographiquement articulation entre la Chine, l'Inde et l'ancienne ère turkmène de l'Empire ottoman. Donc voilà, c'est un peu cette réalité que je voulais aborder avec vous, un peu éloignée d'un traitement stricto sensu des sociétés civiles, mais où se réitère, je dirais, une dialectique toujours aussi curieuse au Proche-Moyen-Orient entre des sociétés civiles multiples et des appareils d'État, eux aussi parfois un peu curieux. Merci Monsieur le Président, merci pour votre attention.